ici, nous sommes l'équipe projet réduite Brain Team en présentiel à Paris. Nous avons Christophe Verny et Isabelle Momy qui sont présents à Angers à distance et Cécile Mons qui est également en distanciel. Nous sommes environ une soixantaine de personnes inscrites et connectées. Je me tourne vers Bénédicte pour avoir son approbation. Connecté. 41 connectés, très bien. Et comme vous avez pu le voir dans le programme de la journée, nous avons une journée qui s'articule selon une organisation classique avec le matin un point d'info Brain Team. On fera une petite pause de 5 minutes entre chaque session, histoire qu'on se repose un petit peu parce que c'est assez pénible de pouvoir se concentrer comme ça sur la durée lors d'une visioconférence. En fin de matinée, nous aurons un temps d'échange lors duquel nous aborderons les questions qui ont été soulevées lors de la préparation de cette journée cet été avec les représentants associatifs. Et puis, sur le temps du midi, on vous fera patienter avec une petite vidéo. Si vous êtes tout seul chez vous à manger, vous serez moins seul si vous restez connecté à cette session. On essaiera d'occuper ce temps déjeunatoire. Et l'après-midi, on aura 2 sessions très intéressantes. On sera rejoint par Anne-Laure Ramelli, qui est une psychologue et qui abordera la thématique du handicap invisible et puis qui nous présentera la future plateforme de ressources psychologiques qui sera développée par la filière en 2021. Donc, je vais tout de suite commencer par aborder les actions de la filière qui ont concerné cette année 2020. Tout d'abord, point très intéressant, nous avons 2 nouvelles associations de patients qui rejoignent le groupe déjà formé des associations de patients, ce qui porte aujourd'hui à 28 le nombre d'associations. Il s'agit de l'association autour du BEPAN, qui a été créée il y a 2 ans maintenant, qui représente les maladies de surcharge en fer et qui est notamment accompagné et pris en charge par le professeur Cyril Loisé du Centre de référence neurogénétique à Bordeaux. La seconde association est NMO Neuroimmunité qui porte la maladie de Devic ou les neuromyélites optiques qui est toute récente puisqu'elle est créée de cette année et elle est prise en charge par le docteur Romain Marinier du CHU de Lyon pour le Centre de référence des maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle. Ces nouvelles associations rejoignent donc le groupe déjà formé des associations Brain Team avec lesquelles nous interagissons assez régulièrement, notamment lors de temps qui se répartissent sur tout le long de l'année, notamment lors de 4 moments clés, la journée annuelle de la filière qui a lieu en mars. Nous faisons depuis cette année un point semi-annuel avec les représentants associatifs en juin. Tout le long de l'été jusqu'en novembre, nous avons plusieurs points de réunion pour préparer cette journée des associations. Et puis en novembre, nous avons la journée des associations comme aujourd'hui, lors de laquelle nous pouvons faire un point général sur l'ensemble des activités de la filière. Bien sûr, tous nos représentants associatifs font partie de nos organes de gouvernance et notamment à ce sujet, nous avons évoqué lors du point semi-annuel de juin une proposition de nos représentants associatifs d'organiser des temps de concertation entre eux entre le mois de novembre et le mois de mars afin de pouvoir échanger et de proposer une intervention, on va dire, constructive lors du conseil de filière qui était prévu pour le mois de mars. Donc voici pour ce nouveau renforcement des liens avec nos associations de patients. Donc cette année, comme vous le savez tous, nous avons dû faire face à la crise sanitaire due au Covid-19. Vous pouvez retrouver d'ailleurs en page d'accueil de notre site internet toutes les infos qui nous sont relayées par les centres de référence et vous-même, les associations de patients. Nous mettons à jour cette page dédiée au Covid régulièrement et n'hésitez pas à nous donner vos informations concernant les accompagnements et la prise en charge, que ce soit pour la période de l'épidémie ou pour les périodes de déconfinement. Nous avons également des recommandations qui ont été éditées en interfilière. Vous pouvez les retrouver également sur le site internet de Brain Team. Donc cette année, comme je le disais, nos actions ont été pas mal impactées par la crise sanitaire. C'est pour ça que nos actions principales sont celles que nous avons pu mener avec nos partenaires institutionnels majoritairement, puisque toutes nos actions interfilières au Brain Team ont subi quand même un coup d'arrêt, même si nous avons essayé de les relancer depuis le mois de septembre.
Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes nos actions, sinon ce serait assez fastidieux. Vous pourrez télécharger en fait un petit document sur notre page d'accueil qui est dédiée à cette journée filière de notre site Brain Team. Vous avez ce petit document qui récapitule toutes nos actions dans lesquelles vous pourrez avoir l'exhaustivité de nos actions qui ont été faites cette année. Si on commence par tout ce qui a trait au PNMR3, il faut savoir que c'est un axe de notre filière pour lequel cela avance très vite. C'est vrai que le déploiement opérationnel du PNMR3 est très effectif. Nous sommes bien accompagnés par la DGOS. Et je vais vous balayer rapidement les points 2020 pour lesquels il y a eu vraiment un effort significatif. Nous avons dans la filière, grâce notamment à Bénédicte, pu déployer ce qu'on appelle les réunions de concertation pluridisciplinaire à distance. Nous avons doté tous nos centres d'un outil national qui permet aux centres de partager leur avis diagnostique ou thérapeutique pour la prise en charge des pathologies. Dans ce cadre, ça nous permet d'accompagner également nos centres pour un accès aux plateformes de séquençage très haut débit dans le cadre du déploiement du plan France Médecine Génomique. J'y reviendrai par la suite de cette présentation. Nous avons également poursuivi également dans cet axe d'accompagnement au plan France Médecine Génomique toutes nos actions concernant la collecte des données dans le cadre de la Banque nationale de données maladies rares, notamment dans le cadre de l'impasse diagnostique. Et nous sommes en train, accompagnés par la DGOS, de créer un répertoire national des impasses diagnostiques. Est-ce que quelqu'un... Voilà, tout le monde a bien coupé son micro parce que j'entends un retour. Merci. J'y reviendrai par la suite de la présentation. Les deux points suivants concernent la production des PNDS et des programmes d'éducation thérapeutique du patient pour lesquels la filière s'investit pour accompagner ces centres. Nous avons également accueilli cette année, vu l'arrivée des plateformes d'expertise maladies rares avec lesquelles nous commençons à collaborer. Isabelle Mommy vous parlera du renforcement de l'axe médico-social de la filière. Et puis nous avons cette année, comme je le disais en introduction, commencé à lancer certains des projets Brain Team, en particulier Calvi et le centre de ressources psychologiques que nous évoquerons cet après-midi. Un point rapide concernant les résultats des appels à projets, notamment le premier qui concerne la production des PNDS, qui sont les protocoles nationaux de recommandation et de soins, de diagnostic et de soins, pardon. Cette année, la DGOS a financé 178 PNDS pour leur réalisation en 2020. Ça veut dire que pour la filière, les 10 dossiers que nous avions présentés à la campagne de fin 2019 ont tous été soutenus financièrement par la DGOS. Vous avez ici à gauche de l'écran la liste des centres qui proposent la rédaction de PNDS. Tous ces PNDS sont en cours de rédaction et certains sont très aboutis, voire sont même diffusés. Par rapport à la session du mois de septembre 2020, nous avons soutenu le dépôt de 6 dossiers et vous voyez la liste qui s'affiche à droite de votre écran. Nous n'avons pas encore les résultats, mais nous avons de fortes suspicions que ces dossiers soient acceptés pour être financés. Je vous le disais, la production de ces PNDS est effective puisque dès juin 2020, nous avons le premier PNDS qui a été publié sur le site de la HAS et qui correspond à un PNDS sur le syndrome de Allan-Hermann-Dudley qui a été proposé par le centre de compétences de Cathy Sarret à Clermont-Ferrand qui est rattaché au centre de référence des leucodystrophies de Dilbert-Tanguy à Paris. Concernant l'appel à projet pour la production des programmes d'éducation thérapeutique du patient, de la même manière pour les PNDS, la DGOS a soutenu et financé la conception de 110 programmes ETP qui bénéficient de financements fléchés. Il s'agit de nouveaux programmes ETP à proposer, de programmes ETP à actualiser dans leur contenu ou à déployer dans d'autres régions que la région dans laquelle le dépôt initial a été effectué. Pour Brain Team, ce sont 4 dossiers qui ont été proposés et qui ont été financés par la DGOS lors de la campagne 2019. Vous avez le nom des lauréats qui s'affiche en gauche de votre écran. Et concernant cette deuxième campagne qui a été lancée en septembre 2020, ce sont 9 dossiers qui ont été présentés à la DGOS et qui sont encore en cours d'instruction. Concernant la production des
programme ETP et le soutien, nous avons lancé un partenariat au niveau de la filière avec le prestataire Oscar, notamment pour souscrire à une demande de la DGOS qui incite au déploiement numérique de tous les programmes ETP, via notamment le développement de e-learning, de modules en ligne ou d'accompagnement à distance. Accompagnement à distance, pardon, des programmes. Donc, pour faciliter l'organisation des programmes ETP, le prestataire Oscar est en train de finaliser sa proposition d'accès pour un dossier éducatif partagé du patient. Il s'agira en effet de proposer une plateforme de gestion à l'équipe soignante qui désire s'inscrire dans la conception d'un programme ETP afin qu'elle puisse avoir un planning partagé, une organisation de calendrier, qu'elle puisse dématérialiser ses modules, organiser les bilans éducatifs partagés ou toute tâche organisationnelle qui viendrait compléter l'organisation de son programme ETP. Du côté du patient, le patient aura accès à une application smartphone, tablette ou une connexion en ligne sur son ordinateur, à son espace personnel qui lui sera dédié concernant un planning personnalisé, ses rappels de rendez-vous, l'accès à des questionnaires en ligne, un accès visio avec son médecin, tout type de contenu éducatif, interactif et personnalisé concernant son programme. Donc, nous sommes en train de finaliser la contractualisation avec ce prestataire et nous essaierons de les mettre à disposition pour les centres Brain Team dès 2021. On nous a demandé d'aborder la question du plan France Médecine Génomique et de l'accès au séquençage génomique. Donc, je vais essayer de vous en faire une description synthétique et claire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plan France Médecine Génomique a pour vocation première l'intégration du séquençage génomique très haut débit dans le parcours de soins du patient. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il ne fait pas partie du parcours du soin du patient, mais qu'on est en train de passer d'une organisation qui était locale, car elle était portée par les centres de référence accompagnés par leur laboratoire de diagnostic hospitalier, à une organisation qui va être développée au national et non plus au local. C'est-à-dire que normalement, ce plan France Médecine Génomique va pouvoir lever les contraintes qui aujourd'hui pèsent sur les systèmes hospitaliers concernant notamment l'implémentation des techniques de diagnostic génomique, qui pèsent bien sûr sur... Je suis désolée, j'ai un retour. Est-ce que tous les micros sont éteints? Voilà. Là, tous les micros sont vraiment éteints, même le tien. Voilà, normalement, c'est bon, vous devez m'entendre. Donc, les gens m'entendent? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc, comme je le disais, ce plan devrait normalement pouvoir lever les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur cette organisation qui est locale, pour laquelle l'implémentation des techniques repose sur le laboratoire de diagnostic local, qui doit déployer lui-même ses capacités et ses ressources pour réaliser les tests, faire l'analyse des tests et faire les rendus de résultats, ce qui parfois peut poser des problématiques de délai, puisque bien sûr, les financements étant hospitaliers, cela implique des contraintes d'organisation. Et c'est aussi pourquoi qu'en gros, nous avons quand même une hétérogénéité de l'offre diagnostique qui fait partie aujourd'hui du paysage, en tous les cas pour les centres Brain Team, puisque pour certaines pathologies, eh ben, on peut avoir des problématiques d'offre dues à ces organisations locales. Normalement, ce plan doit permettre la mise en place de la technologie très haut débit pour le séquençage et donc pour le séquençage du génome, c'est-à-dire qu'on va pouvoir séquencer le génome tout entier en routine. Et normalement, ce plan doit pouvoir, puisqu'on aura accès à des plateformes de diagnostic nationales, absorber les carences de l'offre quand elles ne sont pas possibles aujourd'hui en local. Actuellement, ce plan est en phase d'évaluation. Donc, même si aujourd'hui cela fonctionne, des échantillons sont envoyés aux plateformes, il faut savoir qu'il est encore en évaluation par rapport à 3 critères. La coordination des équipes au niveau national,
également et en évaluation par rapport à la qualité du rendu des résultats et également évaluation finale concernant le bénéfice du coût qui est associé au déploiement de ce plan. Si cette phase d'évaluation arrive à terme et s'avère positive, eh bien, on passera à un système nationalisé pour l'ensemble des maladies. Aujourd'hui, dans cette phase d'évaluation, il n'y a que certaines maladies rares qui sont, entre guillemets, inscrites à cette phase d'évaluation et on appelle ces maladies qui ont été sélectionnées pour faire partie de cet accès aux plateformes nationales pour cette évaluation, on appelle ces maladies les préindications. Donc, qu'est-ce qu'une préindication ? C'est un mot qui a été proposé par le plan, donc ce n'est pas nous qui l'avons inventé, mais je vais vous l'introduire parce que vous entendrez parler de préindication, il faut bien être au clair pour savoir ce que ça veut dire. Une préindication, c'est une situation clinique pour laquelle on a jugé nécessaire qu'elle nécessitait d'avoir un accès privilégié aux plateformes de séquençage génomique dans le cadre de ce plan à des fins de diagnostic génétique. Donc, pour pouvoir sélectionner ces préindications, il y a eu des concertations au niveau des filières entre les centres de référence et nous, ça a fait l'objet de nombreuses concertations en 2019 et en 2020. Il a fallu prouver qu'on avait des éléments cliniques avérés afin de pouvoir indiquer que cette pathologie puisse avoir un accès prioritaire aux plateformes de séquençage. Et il a fallu montrer que derrière, il y avait une organisation démontrée en termes de coordination nationale entre les experts pour supporter en fait l'accession à ces plateformes. Si on arrive à montrer qu'il y a un réel bénéfice à ce que certaines maladies passent sur ces plateformes pour avoir accès au séquençage génomique, alors ces préindications seront transformées en indications et elles seront inscrites à la nomenclature, c'est-à-dire au remboursement par l'assurance maladie. Donc c'est vraiment dans ce cadre que le plan France Médecine Génomique est en train de se construire. On est en train de tester à moyenne échelle avec un ensemble de maladies rares. Aujourd'hui, il y a 48 ou 49 indications maladies rares qui sont actuellement testées. Et si tout fonctionne bien à l'issue de l'évaluation de ce plan, il y aura un remboursement à la nomenclature pour le diagnostic génétique des maladies rares. Alors, si on rentre un peu plus dans le vif du sujet, pour ce qui est des pathologies Brain Team, lors de la première campagne, nous avions soumis 3 demandes de préindication. Une avait été retenue qui concernait les leucodystrophies, qui était coordonnée par le professeur Bob Slug à Robert Debré. Et lors de cette deuxième campagne 2020, nous avons déposé 5 dossiers de préindication qui ont tous été retenus et qui aujourd'hui sont en cours de déploiement au niveau des plateformes. Il faut savoir que la filière a accompagné de manière assez serrée le dépôt de chaque demande de dossier, la soumission et on accompagne les centres au mieux et on collabore avec eux et le plan France Médecine Génomique pour le suivi de la mise en œuvre de ces préindications. Ça m'offre du coup une transition toute trouvée concernant une deuxième Sophie, question qui nous est… Oui, oui, allez-y Christophe. oui, je vais peut-être me permettre d'intervenir. Tu en avais fini Christophe là sur les intervient. préindications ou pas? Oui, oui, tout à fait. Oui, donc je vais me permettre d'intervenir par rapport à cette question des préindications parce que je vais vous dire, Sophie vient de vous faire une présentation extrêmement fidèle, extrêmement exacte de ce qu'est, mais aussi de ce que devrait être la mise en place de ce plan France Médecine Génomique 2025. Maintenant, je vais faire un peu moi le politiquement incorrect en disant réellement ce qui se passe derrière, c'est qu'aujourd'hui, on est à partir d'une excellente idée qui est de mettre à disposition de tous les patients pour le diagnostic de leur maladie les outils extrêmement puissants que nous avons en diagnostic génétique à la disposition de tout le monde. On est face quand même aux conséquences d'une usine à gaz administrative qui a été mise en place. Le problème de ces plateformes, c'est qu'au départ, l'appel d'offres national envisageait de mettre une plateforme à disposition de chaque grande région française. Puis, pour des raisons, donc on avait répondu à ça, on avait expliqué comment mettre ça en place. Finalement, pour des raisons d'économie, il y en a une à Lyon, une à Paris. Et la difficulté qu'il y a eu, c'est que ce dossier a été entièrement confié à des scientifiques fondamentalistes, chercheurs fondamentaux.
alors en génétique, qui ont une grande compétence dans la génétique et le séquençage et de faire marcher des grosses machines qui ont une puissance de milliards et de milliards de données qu'elles peuvent fournir tous les jours. Ça marche très bien. Par contre, ça a été totalement déconnecté du terrain, des gens qui en pratique font des demandes de diagnostic et rendent des diagnostics. Ce qui fait que ça s'est complètement planté, parce que c'est comme si vous installiez au milieu du désert une grande usine pour fabriquer quelque chose, et une fois que l'usine est prête et que les chaînes sont prêtes, vous allez vous renseigner pour savoir finalement quel est le marché et à qui je peux vendre mes affaires. Donc tout a été fait à l'envers, il y a eu des millions et des dizaines de millions d'euros de dépensés là-dessus pour un résultat qui a commencé par être une plantade complète. Donc, devant cet échec, les financeurs se sont quand même un petit peu fâchés et les équipes sont revenues vers nous, cliniciens de terrain, pour nous demander comment fonctionner. Donc, il y a eu un certain retard qui a été pris à cause de ça. On est rentré, mais au bout au moins de 2 ans, dans une discussion au moins pour pouvoir échanger avec eux. Donc, ça y est, on a débloqué les choses, même si les 2 phases du Covid nous ont mis un peu un point d'arrêt, puisque c'est en mars dernier qu'on devait vraiment se lancer dans ces nouveaux diagnostics. Là, on va dire que le circuit de prélèvement et d'envoi des données sur les 2 plateformes, grâce au travail important de la filière et notamment de Bénédicte Belloir qui a vraiment soutenu les centres, aujourd'hui, le circuit est au point. Nous commençons à envoyer dans les différents centres, pour les préindications que vous avez vues là, des familles, des ADN dans cette plateforme. Maintenant, il reste un énorme problème, c'est l'interprétation de ces résultats. Parce que autant avant, quand on recherchait le diagnostic d'une maladie, je prends souvent cet exemple, on partait à la pêche à la ligne. Alors, la pêche à la ligne, on était souvent bredouille, mais quand on attrapait un poisson, c'était le bon. Donc, c'était compliqué de trouver, voilà, souvent on recherchait tel gène, et puis on n'avait pas de résultats, et vous connaissez bien ça dans vos associations, tous ces patients pour lesquels on n'a pas trouvé le gène responsable de la maladie dans la famille, et on était un peu dans cette situation d'être bredouille. Aujourd'hui, on est passé d'une stratégie de pêche à la ligne au filet dérivant qui ratisse le fond des océans. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, le filet, il remonte plein. Mais le problème, c'est que dans le filet, le gros poisson, il est au milieu de tout ce que vous avez raclé au fond de la mer, les vieilles godasses, les sacs plastiques, les algues, les cailloux et tout ça. Et la difficulté, ce n'est pas de mettre le chalut à la mer et de le remonter plein, c'est ensuite de faire ce tri. Et ce tri, c'est extrêmement chronophage en termes de moyens humains, et surtout, ça demande une expertise pluriprofessionnelle importante. C'est-à-dire qu'on part de milliards de data générés dans un ordinateur, avec ensuite des filtres et des tris qu'il faut faire, avec des premiers tris qui n'ont rien de médicaux, qui sont purement bioinformatiques. Ensuite, il va y avoir un deuxième tri qui nécessite des généticiens, mais du côté très un peu geek, jeune génération, qui savent manier les banques de données et qui vont faire un travail là qui devient un travail médical, mais vraiment de réflexion par rapport à d'énormes bases de données. Et puis ensuite, il va falloir avoir une discussion avec le généticien clinicien et, quand on est dans une spécialité comme nous en neurologie, et le neurologue spécialiste de la maladie. Et c'est qu'après avoir fait discuter toutes ces personnes ensemble, qu'on va pouvoir être en mesure de rendre ou pas un résultat au patient et à sa famille. Et la grosse difficulté de ce plan, c'est qu'on a mis des dizaines de millions pour les grosses machines, là, la photo que vous a montrée Sophie, et ils ont des grosses machines ça, c'est pas de problème. On a l'argent, on a de quoi faire fonctionner. Mais le problème, c'est que ce qui sort au niveau de ces grosses machines, ensuite, il faut l'interpréter. Et pour l'interpréter, il faut du temps et des compétences qui sont rares, et en quantité et en qualité. Et c'est le gros facteur limitant aujourd'hui de ce dispositif qui a été voulu à l'échelon national, c'est qu'ils n'ont pas du tout anticipé les moyens d'aval, parce que ces moyens d'aval, c'est nous sur le terrain. Et donc, on a payé une grosse structure avec plein de moyens au niveau de Paris et de Lyon, mais aujourd'hui, en termes de rendu de résultats, c'est encore
très, très modeste. Donc voilà, un peu pour… Et c'est vrai que ce système en local qu'il y avait avant, bah oui, il est moins performant. Oui, en plus, nous, il pose le gros problème, c'est qu'il faut qu'on le fasse payer par les hôpitaux qui, vous imaginez, sont réticents à payer et mettre de l'argent là-dedans. Mais l'avantage, c'est que ça marche. Alors que ce nouveau système, effectivement, sur le papier, c'est gratuit pour les hôpitaux. Il y a une puissance absolument énorme en séquençage. Mais la grosse difficulté aujourd'hui, c'est comment arriver à rendre des résultats parce que cette machine fournit des données extrêmement importantes, mais n'a pas vraiment géré. Et pourquoi ça n'a pas été géré? Parce que n'ont pas été mis dès le début autour de la table les gens qui avaient cette compétence. Donc, on essaye de rattraper ça. Notamment, vous voyez qu'il y a parmi les indications, toutes les indications de Brain Team ont été retenues, tout ce que nous avons déposé est retenu. Nous avons même, j'ai fait passer un petit peu sur au culot cette indication maladie neurodégénérative du sujet jaune qui permet quand même de faire qu'assez peu de personnes dans notre filière restent à côté du chemin, si vraiment on veut séquencer. Maintenant, la grosse difficulté pour nous, ça va être d'être capable de répondre en aval pour interpréter toutes ces données et faire, pour reprendre mon image, il va falloir trier dans le chalut qui est remonté et ça prend énormément de temps et c'est là qu'on va avoir le facteur limitant. Voilà un peu pour vous expliquer où on en est. Donc ça marche. Aujourd'hui, moi, dans mon centre, on envoie les premiers ADN, mais au niveau de la neurogénétique, à ma connaissance, il n'y a pas encore un seul… Alors peut-être pour Odile Le-Fouque-Tanguy qui a commencé 1 an avant avec les leucodystrophies, mais pour les 5 indications qui ont été validées en début d'année, aujourd'hui, des ADN sont partis, mais nous n'avons encore aucun résultat issu de ces plateformes. J'espère que ça va venir dans les mois qui viennent. Merci Christophe. Du coup, on va continuer et la transition est toute trouvée avec l'impasse diagnostique. Vous nous aviez interrogé pour savoir quelles étaient les actions qui étaient mises en place dans les filières pour réduire l'impasse diagnostique. Alors, je vais juste redéfinir brièvement pour qu'on soit bien d'accord sur la notion d'impasse diagnostique. L'impasse diagnostique, c'est l'échec à définir la cause précise de la maladie après avoir mis en œuvre l'ensemble des investigations disponibles en l'état de l'art pour pouvoir réussir à diagnostiquer la pathologie. Donc, c'est vraiment, on a tout essayé d'un point de vue technique et malgré tout, on n'arrive pas à poser un diagnostic. C'est ça l'impasse, à distinguer de l'errance. Et en fait, aujourd'hui, l'impasse diagnostique est vraiment un des objectifs majeurs du 3e plan maladies rares, avec 2 objectifs qui sont vraiment d'arriver à harmoniser les parcours diagnostiques pour réduire certains passes et également de déterminer quels sont les patients en réelle impasse de diagnostic. C'est-à-dire pour réussir à réduire certains passes, il faut qu'on arrive à avoir une cartographie des patients qui sont en impasse. Pour avoir cette cartographie des patients, il faut qu'on sache qui ils sont, où est-ce qu'ils arrivent, il faut qu'on arrive à les identifier. Et aujourd'hui, ça, c'est encore un gros challenge au niveau des centres de référence. Nous, le constat qu'on a fait dans la filière Brain Team, c'est que nos patients étaient très peu ou pas identifiés. C'est-à-dire que pour qu'un patient soit identifié dans un centre de référence, il faut que quand il arrive en consultation, le médecin le rentre dans une base de données de l'hôpital, par exemple, et le code lui dise le patient X a la maladie Y, donc je mets le code 1, 2, 3, 4, 5 à la maladie Y. Et ça, ce codage au niveau des centres, il n'était pas du tout homogène. Il n'était pas fait selon même des logiques cliniques différentes, c'est-à-dire qu'un praticien à Lyon allait déclarer un patient sans diagnostic, alors qu'à Marseille, il allait dire « oh ben non, c'est un diagnostic pas confirmé, mais en cours ». Donc du coup, on arrivait à cette absence d'exhaustivité parce que les patients étaient très peu renseignés dans ces bases parce que les médecins n'ont pas forcément le temps de le faire en consultation, parce que absence d'outils ou absence de ressources de personnel dédié pour le faire, et qu'en plus ce codage était très hétérogène. Et ce qu'on a observé depuis 2015 dans la filière, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'accompagner tous nos centres, en fait, pour leur donner des règles de codage
consensuelle pour les accompagner dans la révision des codes ORFA, des classifications des maladies. On leur a donné des outils simples, concrets, pour les aider à coder de manière le plus homogène possible. Et nous sommes lancés dans une grande campagne de grille de critères d'assertion diagnostique, c'est-à-dire qu'on a défini ensemble à quel moment pour une pathologie on décide que le diagnostic il est probable, en cours, indéterminé, etc. Bénédicte a fait ce gros travail cette année et l'année dernière. Elle fait aussi un travail de terrain concernant la formation des équipes pour leur expliquer tous ces nouveaux outils et toutes ces règles de codage, et on leur offre un soutien quasi quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour notre filière, on a pu estimer vraiment grosso modo un nombre de patients en impasse diagnostique de l'ordre d'environ 3000 patients, et on pense que ce nombre est encore sous-estimé puisqu'on n'a pas eu les résultats pour l'ensemble de nos centres ni de nos maladies. Et en fait, ce projet de réduction d'impasse, c'est un projet, encore une fois, national, qui est voulu par la DGOS, mais qui est porté au niveau des opérateurs par les filières. Et la DGOS nous a demandé en tant que filière de s'engager sur une stratégie pour réduire cette impasse au niveau de nos centres de référence. On a dû leur remettre en septembre ce qu'on a appelé une lettre d'engagement, où on a dû se positionner sur un des scénarios qu'ils nous proposaient. Et pour faire rapide, nous avons, nous, choisi dans la filière d'aller vers le scénario 3 qui concerne juste en fait au renforcement et à l'homogénéisation des règles de codage comme je vous les ai présentées précédemment. On n'a pas choisi d'aller vers un scénario où on recrée une autre base de données avec des données supplémentaires à rentrer. On a préféré se concentrer sur la qualité des entrées aujourd'hui et l'accompagnement de nos centres. Je ne vais pas du tout redétailler cette diapositive, vous pourrez la consulter à l'issue de cette journée. Je veux juste aller sur un des points qui concerne les grilles de critères d'assertion diagnostique. Je vais revenir dessus pour vous réexpliquer qu'on a travaillé cette année avec les centres sur la définition de l'impasse adaptée à nos pathologies, à savoir la définition des niveaux de diagnostic clinique, fonctionnel, étiologique nécessaires pour les pathologies de notre filière. Donc, c'est vraiment le travail qu'on a pu faire cette année. Et donc, au niveau de notre méthodologie, comment nous, on va s'y prendre pour appliquer le scénario que l'on a choisi. Donc, on travaille sur nos outils de codage à jour par groupe de pathologie avec nos centres. Ça s'est fait en 2019-2020. Ensuite, on travaille sur le déploiement de ces critères d'assertion diagnostique au niveau national. Ensuite, on va essayer d'accompagner nos centres en 2021 en leur proposant un soutien humain pour les aider à remplir ces bases nationales. Et pour cela, nous avons cartographié la répartition de l'ensemble des centres Prentim dans toute la France. Et nous avons choisi une démarche pragmatique qui est de choisir pour l'année 2021 la priorisation des renforts humains sur les régions qui concentraient le plus de centres de maladies rares. Ce qui fait qu'en année 1, 2 ou 3, on va avoir comme ça progressivement une couverture, on va dire, totale de l'ensemble de nos centres sur cet effort de réduction de l'impasse nationale. Alors à terme, l'idée c'est au niveau du national, c'est de réduire l'impasse diagnostique à l'horizon 2022 et de créer un méga répertoire national de l'impasse diagnostique qui s'apparenterait à un observatoire du diagnostic. En fait, cet observatoire devra être fiable et robuste, mais également, il devrait être capable d'être assez technique pour avoir un accès à des données qui ne seraient pas visibles de manière spontanée et naturelle. Et normalement, si notre observatoire est bien construit, on devrait pouvoir dégager des données précises et nouvelles. En fait, cet observatoire de l'impasse diagnostique nous permettra à terme de rediriger un petit peu la politique d'orientation, notamment de la recherche, puisque si on arrive à cartographier et à phénotyper en fait un profil de patients qui sont en impasse diagnostique, on pourra porter les efforts de recherche sur des thématiques
plus scientifique et plus fondamentale et particulière pour soutenir cette impasse diagnostique. Et en fait, l'idée, ce sera de mobiliser les chercheurs, les cliniciens des centres de référence au sein des filières de santé maladies rares. Et actuellement, il y a un appel à projet recherche qui est lancé par Avisan et qui est soutenu au niveau scientifique par l'INSERM, qui vise justement à lancer en fait ces premiers efforts concernant la réduction de l'impasse diagnostique au niveau recherche autour de 5 défis scientifiques qui ont été identifiés. Et au niveau de la filière, nous avons un projet de consortium d'équipes qui est porté. Je ne peux pas vous en dire plus parce que les dossiers ne sont pas encore déposés. Donc voilà pour tout ce qui est impasse diagnostique. On va passer maintenant d'un pas à l'errance diagnostique avec un petit point sur nos actions en lien avec les médecins généralistes, puisque vous savez que nous avons un partenariat avec Maladies Rares Infoservice et le Collège de la médecine générale. Et en 2020, ça a bien avancé puisque nous avons réalisé une grande enquête auprès d'un panel de presque 1400 médecins généralistes qui étaient représentatifs de la population des médecins généralistes français, où les résultats ont été assez édifiants puisque ces médecins reconnaissaient pour la majorité connaître très mal les maladies rares. Ils n'ont pas forcément le réflexe d'y penser et ils ne savent souvent pas non plus où trouver l'information. Donc, un réel besoin de ressources pratiques et de formation qui a été exprimé de leur part. Et du coup, on a produit une première fiche mémo ressources à destination des médecins généralistes. Vous la trouvez en téléchargement sur la page qui est dédiée à cette journée. N'hésitez pas à la diffuser et à la partager avec vos médecins généralistes, à la diffuser au niveau de vos associations de patients. C'est une fiche mémo qui est vraiment dédiée à tout médecin généraliste qui accompagne en plus des maladies rares ou pas. Et puis, notre projet pour 2021, c'est de développer les liens avec les URPS et les plateformes territoriales d'appui en région. Je vais laisser maintenant la parole à Bénédicte Belloir qui va vous parler de nos avancées. Sophie, s'il te plaît, il y a des questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Je me tourne vers Marie qui modère notre chat. Oui, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Alors, nous avons Romary Perrin qui nous demande si le codage Orphanet n'est pas utilisable. Alors, Romain Marinier qui demande si le codage Orphanet n'est pas utilisable. Bénédicte? Alors, en fait, c'est bien sûr, le codage Orphanet est la référence, il est utilisé pour le codage, mais finalement, ce n'est pas si simple parce que des codes Orphanet, il y en a des milliers, ce sont des groupes, ce sont des sous-types, ce sont des maladies. Donc, il n'est pas évident de toujours choisir le bon code. C'est pour cette raison que nous avons demandé à nos centres de référence de faire des référentiels de code Orphanet par rapport à des signes cliniques, de préférence les signes HPO par exemple, qui nous permettent de faire des relations entre les signes cliniques et les codes Orphanet, mais ça n'est pas toujours évident que tous les centres aient les mêmes références et nous espérons que tous puissent avoir bientôt les mêmes types de codage pour les mêmes pathologies. On essaye de faire des grilles, on a soumis tous les codes Orphanet à tous nos centres, ils sont en libre accès à tous nos centres de référence et de compétences. Sophie, tu voulais ajouter quelque chose à Non, ce sujet? C'est bon pour moi. Il y avait une autre question de Monsieur de Larocque qui posait le problème des polypathologies. Alors, je passe au cas d'urgence. Monsieur Delarocque qui pose le problème des polypathologies, Bénédicte. Je pense que si Christophe pouvait répondre au sujet des polypathologies, je pense qu'un avis médical serait plus adéquat que mon avis à moi. Alors, je n'ai pas vu exactement à quel moment, Monsieur Delarocque, vous posiez cette question. Donc, est-ce que vous pouvez prendre la parole et la préciser peut-être? C'est la question des polypathologies par rapport à quoi? Par rapport au diagnostic à diagnostic. Oui, par rapport à l'impasse, si vous voulez, c'est le problème que l'on rencontre, par exemple, lorsqu'il y a à la fois un syndrome et une maladie. Donc, on n'arrive pas finalement à savoir exactement, et on a beaucoup de cas, par exemple dans le cas de notre syndrome du moya-moya, de gens qui sont diagnostiqués et puis après on dit c'est plus ça. Donc, et c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs pathologies et que probablement l'origine du moya-moya n'est pas venue d'une maladie, mais est venue d'une autre maladie. Alors, sur l'aspect séquençage à haut débit, c'est exactement ce qui m'a motivé à faire cette demande qui
qui pouvait, honnêtement, je ne croyais pas du tout que ça passerait, quand j'ai mis, alors j'ai mis pathologie neurodégénérative, mais au sens large du sujet jeune. C'était pour dire qu'il ne fallait pas que quelqu'un, parce qu'il ne rentre pas dans les cases, ne puisse pas y avoir accès. Et la définition que j'ai donnée de ces patients-là, c'était les patients qui avaient une atteinte de plusieurs systèmes, entre guillemets, neurologiques. C'est-à-dire, si vous n'avez pas l'ataxie cérébelleuse pure, si vous n'avez pas la paraparésie spastique pure, si vous n'avez pas le trouble cognitif pur, si vous n'avez pas l'atteinte vasculaire, puisqu'on parle de moya-moya, pure décrite dans les tableaux, et que vous ne rentrez pas, par exemple, dans le NGS ou dans une filière bien définie, finalement, vous étiez exclu de tout. Et donc, moi, ce que j'ai voulu dire, c'est que soit on est dans une filière de diagnostic qui est une filière bien identifiée et on reste dans sa filière, soit on ne rentre pas dans les clous, et on a un problème, une pathologie qui est complexe, qu'on ne comprend pas bien, qu'on n'arrive pas à mettre dans les cadres qu'on connaît bien aujourd'hui. Et si ça a débuté avant 55 ans, c'est quand même très souvent qu'il y a une origine génétique. Même si on n'a pas d'autres cas dans la famille, même si on n'a pas la preuve de cela, parce qu'on ne sait pas exactement justement quel est le diagnostic. Et c'est pour ça qu'on a un peu ce contexte, ce cadre qui est volontairement assez flou et mal défini pour pouvoir faire rentrer des patients, des familles qui ne rentreraient pas dans les autres cases. C'était un peu la démarche, et je vous avoue que je l'avais déposé au niveau des autorités du plan France Médecine et de l'HAS, en n'y croyant pas trop, en me disant ça va trop se voir que c'est un fourre-tout et que ça permet de contourner les cadres très rigides qu'ils nous donnent. Et à ma grande surprise, c'est passé. S'il vous plaît. Pour compléter, pardon. Hubert Boeuf, CSC, nous avons, nous, 45% de nos adhérents malades qui sont toujours en errance de diagnostic. Bah oui, ça correspond, là on est clairement dans les pré-indications. C'est pour moi dans le champ de la filière probablement que les syndromes cérébelleux étaient, alors chaque patient, chaque famille mérite à titre individuel un même accès au diagnostic. Maintenant, nous, quand on nous a dit qu'on ne pouvait déposer que quelques pré-indications, pour ne rien vous cacher, même la première année, c'est la pré-indication que j'avais posée, moi, en numéro 1. Parce que sur nos centres de référence, ça correspond à la plus grosse file active de patients en impasse thérapeutique. Ça n'avait pas été retenu. Je n'avais pas été suivi la première année. C'était c'est un autre choix qui avait été fait par les autorités. La deuxième année, c'est quelque chose qui a été validé. Et donc, actuellement, nous sommes en train de commencer à envoyer, et je vous dirais que moi, sur mon centre, la moitié des dossiers qui actuellement ont été staffés et partent sur les plateformes de séquençage sont des syndromes cérébelleux. Parce que c'était le domaine dans lequel nous avions jusqu'à maintenant le moins d'accès à la génétique. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, tous les centres ont un nombre très important dans cette indication de patients qui n'ont pas accès au diagnostic. Maintenant, pour rentrer dans ce diagnostic national, il y a une procédure qui est assez lourde, c'est-à-dire qu'il faut que l'indication soit validée par une RCP, c'est-à-dire par un sorte de staff qui se tient en visioconférence comme on le fait là. On s'est arrangé avec Brain Team, et on est les seuls en France quasiment à avoir fait ça, à proposer un maillage du territoire, c'est-à-dire qu'il y a 6 RCP qui couvrent toute la France. C'est-à-dire, si vous habitez dans le Grand Est, c'est Strasbourg qui coordonne une RCP, mais si par exemple vous êtes à Nancy, ça ne veut pas dire qu'il faut aller à Strasbourg, mais ça veut dire qu'on a donné la possibilité aux équipes de neurogénétique de chaque CHU en France de pouvoir se connecter en visioconférence avec une RCP nationale qui va valider l'indication. Ensuite, je reprends l'exemple de Nancy, l'équipe à Nancy peut faire les prélèvements du patient qui continuera à être suivi par sa même équipe sur place et qui enverra les ADN sur les grandes plateformes de séquençage. Et à nouveau, la RCP recevra les résultats, et avec là, ce goulot d'étranglement
parce qu'il va falloir les interpréter et donner les résultats. Et donc, les RCP nationales qui coordonnent pour toute la filière, c'est donc pour l'Est, c'est Strasbourg, pour le Nord, c'est Lille, Paris, c'est la Salpêtrière, pour tout le Grand Ouest, c'est Angers, pour le Sud-Ouest, c'est Bordeaux, et pour le Sud, c'est Montpellier. Et donc, nous avons découpé la France où chaque région est rattachée à une de ces RCP qui peut valider des indications. Alors, une chose aussi, on débute tout juste. Donc, c'est vrai que le choix qui a été fait dans l'immédiat est de prioriser les patients et les familles pour lesquels nous avons le plus de chances de rendre un résultat. Et je vous explique pourquoi ce choix, c'est que Sophie l'a présenté tout à l'heure. Parmi les objectifs de ces pré-indications, il y a la Haute Autorité de Santé qui a un peu la main là-dessus et qui, elle, a pour mission de vérifier la pertinence financière de cette démarche. C'est-à-dire qu'ils ont investi des millions, alors en plus, ils les ont mal investis, donc on est en train de réparer les pots cassés, mais ce qu'ils veulent montrer, c'est que ça sert à rendre des résultats. Si jamais ils ont mis ces millions et qu'à la fin, on rend qu'un ou deux résultats par an, ils vont nous dire bah, ça coûte beaucoup trop cher pour rien du tout comme bénéfice pour les patients. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé de commencer par les familles, et ça, c'est de la génétique qu'on connaît nous. On sait les situations dans lesquelles, en fonction des ADN qui sont disponibles dans la famille, on a le plus de chances d'avoir le résultat ou on a le moins de chances. Donc, ça ne veut pas dire que les patients qui ont une configuration familiale qui fait qu'il y a moins de chances d'avoir un résultat n'y auront pas accès, mais ce n'est pas ceux qu'on va choisir parmi les premiers à envoyer, parce que quand il y aura l'évaluation au bout d'un an, on a intérêt à ne pas avoir 5% de résultats contributifs, parce que sinon tout s'arrêtera. On a intérêt à avoir plutôt 30 ou 40% de résultats. Donc, on envoie plutôt en priorité les familles pour lesquelles on sait qu'on a 30 ou 40% de chances d'avoir une réponse. Voilà. Merci. Donc, nous allons reprendre la suite de notre présentation avec une présentation qui nous a été demandée concernant un point sur les cartes de soins et d'urgence. Non. Voilà. Donc, historiquement, quand les filières ont été créées, il existait déjà des cartes d'urgence. Certaines étaient selon le format qui avait été fait pendant le PNMR1, d'autres étaient faites par des associations de patients, d'autres par des centres de référence, bref, différents formats, donc difficile de légitimer ces cartes auprès des services d'urgence, puisque à chaque fois, c'était des formats différents. Nous avons décidé au niveau de la filière Brain Team de remettre en place de nouvelles cartes d'urgence et pour cela, nous avons réuni une commission recommandation afin de déterminer les rubriques qui seraient présentes sur ces nouvelles cartes. Alors, vous vous doutez bien que ça n'était pas simple puisque nous avons plusieurs centaines de pathologies dans Brain Team. Quelles sont d'évolutions différentes, les signes cliniques sont complètement différents, mais la commission s'est mise d'accord sur 3 à 4 rubriques qui étaient pertinentes afin de les reporter sur cette carte urgence. Tout ça, c'était début 2017. Il faut que je lise les diapos. Non, retourne en arrière, s'il te plaît. Nous avons, fin 2017, la DGOS a proposé un format commun interfilière pour faire des cartes d'urgence sous format papier. Nous avons donc réussi à reporter les rubriques que nous avions choisies sur ce format papier décidé par la DGOS qui a pris en charge en fin d'année l'impression de certaines cartes. Malheureusement, nous n'avions que quelques semaines pour décider des textes, donc nous n'avons pu en faire que 5. Donc les 5 premières cartes Brain Team ont été distribuées par les centres de référence et de compétences. Il s'agissait de la taxie cérébelleuse génétique, de la taxie de Friedreich, de la dystonie, de la paraparésie spastique et du syndrome Gilles de la Tourette. Pardonnez-moi, Bénédicte, de vous interrompre. Nous voyons toujours à l'écran le professeur Verny et pas vous ni votre PowerPoint. Il y aurait peut-être une correction à faire. Oui, c'est très dommage. Il faut vous mettre sur l'image et épingler les intervenants. Sur les petits cadres, quand vous voyez en haut, il y a 3 petits points et vous faites épingler.
Non, ne vous inquiétez pas, c'est nous, on peut mettre en évidence l'écran qu'on choisit, on a juste oublié de cliquer, pour tout vous dire. Voilà. Donc voilà ce que j'étais en train de vous dire et voilà la photo de nos 5 premières cartes urgence pour Brain Team imprimées par la DGOS. Mais voilà, il se trouve que ce format papier était totalement inadapté. En effet, on a des centaines de pathologies. En plus, nous avons les maladies qui évoluent, c'est-à-dire que la carte qui est valable en début de maladie, on n'a plus les mêmes recommandations pour le patient lorsque la maladie aura évolué. On ne peut pas demander à tous les neurologues des centres de référence et de compétences de Brain Team d'avoir des centaines de piles de cartes d'urgence dans leur bureau pour pouvoir les donner à leurs patients. Ça n'était donc pas envisageable de cette manière. Nous avons donc décidé de changer le concept des cartes d'urgence au niveau de Brain Team. Donc, nous avons décidé de changer ce concept et de créer ces cartes en ligne. Alors, comment nous allons faire? Nous allons utiliser une application en ligne qui est déjà utilisée pour les réunions de concertation pluridisciplinaires. Les cartes seront créées à partir d'une base de données où on aura accès aux différents textes possibles pour compléter les cartes d'urgence sur ce serveur sécurisé pour des données de santé, donc aucun partage de données sur le cloud ou n'importe où. Tous les médecins des centres de référence et de compétences du réseau Brain Team auront accès à cette application puisqu'ils y ont déjà accès pour les réunions de concertation pluridisciplinaires. Ils pourront donc créer en ligne les cartes urgence avec les textes qui seront pré-remplis pour eux. Ensuite, ces données seront accessibles par les équipes de la filière qui pourront imprimer ces cartes urgence à partir d'imprimantes comme pour les cartes bancaires plastifiées. Donc, nous imprimerons des cartes bancaires plastifiées que nous enverrons ensuite aux patients. Donc, ces cartes seront imprimées à partir d'imprimantes dédiées. Donc, le prestataire a déjà signé le contrat avec nous pour étendre son application, celle qui est utilisée pour les réunions de concertation pluridisciplinaires, aux cartes urgence. Nous devons encore le développer avec lui. Nous allons commencer dans les prochaines semaines. Nous allons également contacter un prestataire qui développe la partie logicielle pour l'impression des cartes et acheter les imprimantes pour imprimer ces cartes. Donc, comme ça évitera les piles de papier dans les bureaux des neurologues et ils auront accès à ces bases de données en ligne pour pouvoir imprimer des cartes pour leurs patients. Donc, vous voyez un exemple sur l'écran. Ces cartes vont changer de nom. On ne les appellera plus cartes d'urgence, mais cartes de soins et d'urgence parce que pour la plupart des patients Brain Team, en fait, il peut s'agir d'une carte d'urgence parce que ces patients peuvent avoir bien sûr besoin de soins d'urgence, mais la plupart du temps, quand ils arrivent aux urgences, il peut s'agir d'une urgence qui n'a rien à voir avec leur pathologie, mais malgré tout, il faudra tenir compte de leur pathologie aux urgences pour les prendre en charge. Donc voilà, nous espérons vraiment pouvoir mettre en place cette fonctionnalité l'année prochaine parce que c'est une vraie demande des associations de patients et des patients. Merci Bénédicte. Est-ce qu'il y a des questions concernant les cartes d'urgence? On pourra y revenir tout à l'heure sinon. Une petite question de Juliette Diozard. Une question de Juliette qui concerne… Alors, les cartes d'urgence… Attends, je ne comprends pas. L'accès à la carte d'urgence est très limité. Beaucoup de patients ne consultent pas les CR et CC ou ne peuvent pas les consulter. Comment améliorer l'accès à cette carte si importante? Encore plus dans le contexte actuel. Plusieurs retours de patients, le médecin d'un de ces centres n'en voyait pas l'utilité ou ne pouvait le faire. Alors, en fait, il a été décidé par les médecins de la filière, en effet, il y aura une restriction. Seuls les médecins des centres de référence et de compétences pourront les donner, puisque ce sont ceux qui connaissent le mieux ces pathologies et qui ont fait le diagnostic. Maintenant, le médecin traitant du patient, le médecin traitant est en relation normalement avec le spécialiste qui a établi le diagnostic et pourra toujours lui demander de faire la carte en ligne et de nous demander la carte
Ils pourront s'arranger entre eux, mais il n'est pas question d'ouvrir ce logiciel à tous les médecins pour créer les cartes d'urgence. Ça n'est pas possible, on ne peut pas savoir dans ces cas-là qui peut donner une carte à un patient. Donc voilà ça avait été décidé par les médecins des centres de référence. Si vous le voulez, on va continuer cette présentation et arriver à son terme. Vous nous aviez interrogé sur les plateformes d'expertise maladies rares, puisque ces plateformes se sont mises en place en 2020. Notamment, il y a eu la création de 4 plateformes d'outre-mer qui sont des guichets d'accueil unique et d'orientation pour les patients en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et en Guyane. Et sur la France métropolitaine, nous avons eu 10 plateformes d'expertise maladies rares qui ont été validées par la DGOS et qui doivent contribuer à donner une meilleure visibilité des parcours patients au niveau d'un territoire ou d'une région. Alors, c'était une vraie volonté du PNMR3 de développer ces plateformes. Elles étaient inscrites dans un des axes qui concernait le renforcement du rôle des filières. Malgré tout, elles n'ont aucune vocation à remplacer les structures existantes, comme par exemple les filières. On a vraiment un travail de collaboration à faire avec elles, puisque chaque plateforme définit ses contours propres dans le cadre de ses missions, mais son organisation propre, ses recrutements et ses profils de recrutement propres en lien avec les thématiques et les demandes de son territoire. Elles ne sont pas toutes encore en action, puisqu'elles sont en train de se développer et de se déployer sur le terrain. Par contre, nous, on a vraiment un challenge qui est de travailler en complémentarité avec elles et les autres partenaires de terrain. Et à ce titre, on est déjà en lien avec certaines plateformes et j'en profite que vous êtes là aujourd'hui pour vous relayer une demande qui nous a été faite de la part d'une des plateformes, mais qui sera étendue à l'ensemble des autres plateformes, puisqu'elles sont en train de s'atteler à constituer, notamment c'était la plateforme Bretagne, un répertoire local des associations de patients afin de pouvoir les contacter. Et elles se sont tournées vers les filières pour nous demander en fait de vous relayer en fait cette demande. Donc prochainement vous recevrez un mail de notre part qui expliquera tout ça et on vous expliquera comment contacter ces plateformes pour vous identifier si vous souhaitez participer à ce nouvel outil de terrain concernant les maladies rares au niveau des territoires. Je terminerai cette présentation avec un sujet qui nous a été demandé également concernant la place des associations de patients dans les appels à projets de la DGOS. Il faut savoir que pour cette année, la DGOS a rendu obligatoire le soutien des associations de patients pour chaque dépôt de dossier de centre de référence concernant les appels à projets PNDS et éducation thérapeutique du patient. Également, pour les dossiers de changement de responsable de centre maladies rares, doivent être accompagnés d'une lettre d'une association de patients. Et également, le dossier de la filière concernant la lettre d'engagement pour l'impasse diagnostique, où on avait demandé également que les associations soient impliquées dans cette action. Et en fait, nous, au niveau de Brain Team, on a choisi de ne pas sélectionner tous les dossiers qui nous sont soumis lors des appels à projets des GOS. C'est-à-dire que chaque dossier de centre qui nous est soumis, on le présente en fait au niveau de l'appel à projet, ce qui fait qu'on n'organise pas de réunions, de débats entre les centres de la filière et que bien sûr, du coup, on ne sollicite pas les associations dans ce cadre-là, puisqu'au contraire de certaines autres filières qui organisent des comités de pilotage pour un petit peu prioriser et sélectionner les dossiers, nous, on a choisi d'être neutre et de transmettre tous les dossiers quasiment au même niveau lors de ces appels à projets. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les associations de patients au niveau de ces appels à projets des GOS ont un rôle au niveau de la mise en œuvre des actions et c'est clairement notifié dans les textes des circulaires qui accompagnent le lancement de ces appels à projets, puisque pour les PNDS, les associations participent et font partie du groupe multidisciplinaire de relecture du PNDS.
Concernant les ETP, les associations peuvent être impliquées dans la conception du programme et voire même dans sa dispensation. Également concernant l'impasse diagnostique, où je vous disais que la lettre d'engagement demandait à ce que les associations de patients soient impliquées. Nous avions discuté de ça avec les représentants associatifs lors de notre point du mois de juin. Et en fait, on avait acté ensemble qu'à ce stade du développement du projet, il y avait un rôle limité des associations dans cette action. Donc voilà un petit peu pour ce panorama de nos activités 2020 que vous pouvez retrouver dans la brochure à télécharger sur notre page. Je voulais vous remercier pour votre collaboration toujours efficace et pour le travail que l'on fait ensemble depuis 5 années maintenant. Je vais laisser la parole à Isabelle Momy qui va vous faire un point rapide concernant les avancées de l'action médico-sociale qu'elle anime au niveau de la filière. Donc,